Oula, pardon, excusez-moi, c'était un peu désert en ce moment. Désolé, enfin... Bref, c'est pour commander? Oui, un menu d'une. De deux? Alors, un menu critique express d'une, alors... Est-ce qu'avec il vous faudra une sauce particulière? Oui, épicé. Non, d'accord, alors... Ah, bref, allez-y, installez-vous, j'arrive tout de suite avec votre bateau. A tout de suite. Et voilà votre menu. En vous souhaitant un bon visionnage. Alors Dune, c'est un immense bouquin de SF, aussi bien en termes de pages que d'écriture, hein, de Frank Herbert, publié en 1965. Et c'est un chef-d'œuvre de science-fiction. C'est un chef-d'œuvre dont les thématiques n'ont pas vieilli et restent toujours d'actualité. Ça parle en sous-texte de l'écologie, du rapport entre l'homme et la nature, que l'homme doit respecter la nature et ses ressources naturelles, et que l'homme ne doit plus faire qu'un avec elle. Cette histoire de planète désertique qu'on exploite à outrance pour sa ressource principale, l'épice, indispensable au bon fonctionnement des vaisseaux, dans un monde à connotation arabo-musulman, on peut faire difficilement plus grand parallèle entre le Moyen-Orient et le pétrole. Et d'une, ça parle aussi de manipulation politique et économique, de conflits et de guerres entre les maisons de la famille Atride et les répugnants et grossiers Harkonnen, sous fond de complot géopolitique avec l'Imperium et l'Empereur, de religion et de dogme, avec entre autres cet ordre féminin particulier manipulateur que sont les Bene Gesserit. Ça parle aussi de fanatisme et aussi de l'évolution du jeune Paul Atreides, cet héritier de la famille Atride sur Caladan, passant au chef suprême froid, perdant peu à peu ses émotions, guidant tout un peuple sur Arrakis, cette immense planète désertique d'où peuvent surgir les immenses vers des sables. Et ouais, faut bien plus de 800 pages pour raconter tout ça, tellement l'écriture est riche et profonde, et où les descriptions minutieuses de Frank Herbert apportent tellement à l'ambiance et sa fourmille de détails, que ce soit dans l'approche des costumes, des vaisseaux, des décors, et aussi dans le bestiaire. Donc si vous connaissez pas, c'est un putain de chef-d'œuvre à lire au moins une fois dans sa vie. Enfin, ça coule de source. Enfin, pas comme sur Arrakis. Enfin bref, succès oblige, les studios hollywoodiens avaient longtemps cherché à adapter ce livre en film, et ce fut d'abord une première tentative ratée avec celle d'Alejandro Jodorowsky, dont l'ambition artistique continue d'être l'objet de tous les fantasmes. C'est vrai, pas forcément dit que ça en aura fait un bon film. Mais enfin, quoi qu'il en soit, il y a une deuxième tentative qui, elle, a abouti, celle de 1984 de David Lynch, dans un film de 2 heures. Et si vous faites rapidement le calcul, vous conviendrez que caser 800 pages dans un film de 2 heures, ça paraît impossible. Et oui, je vous rassure tout de suite, oui, c'est pas possible. En soi, c'est un bon film. La direction artistique, elle est plus qu'exceptionnelle, elle est à saluer. Ça suinte le gras, la chair, c'est très organique. C'est un parti pris osé qu'aucun autre film de SF peut se targuer d'avoir. Et ça l'a pas de David Lynch. Mais bref, voilà, la tentative est vraiment plus que louable et ça en a fait un film culte des années après sa sortie. Et malgré ses défauts. Et justement, si t'as pas le livre, c'est chaud à suivre. Parce que si on t'a pas mis au parfum, beaucoup de termes techniques, de vocabulaire et de décisions des personnages vont te paraître brutaux, voire même incompréhensibles. Bah c'est compliqué sa maman. Rien que l'introduction en mode voix off, on t'expédie l'univers en un dialogue, t'as déjà 10 termes techniques, si t'as rien compris, si t'as rien suivi, t'es bonjour à la suite. C'est chaud pour un néophyte. Et du coup, ça n'a gardé que l'aspect aventure du récit et moins le côté les réflexions que permettait l'univers d'Arrakis, etc. Donc, quand t'es fan du bouquin, c'est vraiment frustrant d'assister à une version plus que tronquée, et aussi cette sensation d'assister à une version best-of du livre qui a une vraie adaptation pleine et entière.
Mais ça voilà, ça c'était une autre époque et les ambitions étaient pas les mêmes. Parce que à part Star Wars, la science-fiction elle était pas bien considérée. Et justement, ce qui explique très certainement pourquoi certains studios étaient frileux. Mais justement, quant à Denis Villeneuve à l'heure actuelle, qui après avoir fait le putain de film Enemy, un thriller psychologique, et ensuite quand il a fait Premier Contact, qui reste à ce jour une de mes plus grosses claques de science-fiction, et ensuite Blade Runner 2049, qui je pense très sincèrement est une des meilleures suites de tous les temps, bah quant à Denis Villeneuve qui pose ses couilles sur la table et qui dit « Bon les gars, je veux faire Dune en 2 films de 2h30 qui vont coûter chacun plus de 160 millions de dollars et qui ensuite seraient ultra respectueux et fidèles aux écrits de Frank Herbert. » Y'a quelqu'un qui veut discuter? Et le pire, ouais, c'est qu'il a parfaitement réussi. Et tout comme le film de Lynch, moins excentrique et moins barré, on va pas se le cacher, l'univers visuel, il est juste fou. Déjà quand tu sais que Villeneuve il a pris son temps pour faire son film, qu'il a donc voulu chercher la meilleure caméra possible pour que ce soit une belle texture d'épaule, pour pas que ce soit trop agressif, pour que ce soit bien propre et tout, et puis surtout aussi pour pouvoir éviter de créer un faux sentiment de nostalgie en évitant la pellicule, aussi que cette caméra là elle puisse bien filmer l'obscurité et la nuit, et aussi surtout que le gars il a tourné en lumière naturelle la plupart du temps, avec exactement le soleil placé au bon endroit. Enfin, tout ça moi je dis chapeau. Enfin ça c'est une casquette, c'est chapeau comme, c'est une casquette. Oh putain, fais pas chier. Et ça passe aussi par un bon travail visuel, surtout au niveau de l'étalonnage et des lumières. Surtout que lorsque nous sommes sur Salazar Segundar, la planète des Sardaukar, où il pleut des trompes d'eau avec cette armée inhumaine au service de l'empereur, ou sur Gedei Prime, la planète des Harkonnen, avec ce monde froid et grisâtre et déshumanisé, ou voire même des fois lorsque nous sommes dans la maison des Harkonnen, ces planchers et ce fond dont on ne perçoit rien, ou c'est sombre, c'est très travaillé. Et tout ça, ça passe aussi par l'excellent travail artistique, que ce soit au niveau des costumes, des accessoires et des vaisseaux, qui ressemblent en tout point à ceux décrits dans le livre, comme les ornithoptères et leur fonctionnement des ailes. J'ai pas l'air d'un con comme ça, non. En fait, j'ai qu'un regret au niveau visuel, et c'est un peu de taille, mais c'est le manque de distinction visuelle entre certains univers. Caladan, dans le bouquin, c'est censé être une planète lumineuse et accueillante, une planète d'eau et végétale, donc c'est censé fourmiller de détails, et finalement ça se distingue pas du reste visuel du film, alors que même sur Arrakis, ça reste un peu trop grisâtre, les couleurs devraient être plus pétillantes et les nuits plus éclairées, parce qu'il y a une scène, franchement, j'ai eu du mal à percevoir certains détails. Le film dans son ensemble est putain de beau, il y a des plans qui sont juste magnifiques, comme lorsque t'as le plan où t'as les Bene Gesserit qui arrivent sur Caladan dans le vaisseau, t'as leur habit noir qui se confond avec justement l'arrière-plan, qui lui aussi est noir, et avec la pluie battante, et qui sont juste éclairés par la lumière de leur vaisseau, putain, ça impose, et puis surtout ça assoit le côté mystique de cet ordre. Mais c'est pas non plus la plus grosse claque visuelle, parce que son précédent film était plus travaillé au niveau de ce côté-là, parce qu'il y avait plus d'environnement et d'atmosphère différents, mais on reste quand même dans la même continuité visuelle que Blade Runner 2049, avec ses designs à la fois épurés, ou très carrés, très bruts, que ce soit au niveau des décors ou des véhicules. Et encore une fois, ça passe aussi par des putains d'effets spéciaux. C'est encore comme dans Blade Runner 2049, à la fois il y a des images de synthèse, mais putain t'y crois tellement grâce à ces maquettes remplies de détails. Quand on arrive dans la montagne bouclier à la ville d'Arrakis, c'est la combinaison de l'excellent travail de tous les domaines artistiques qui rendent réel cet univers. T'as aussi le travail sur les effets visuels avec le décor et le vaisseau qui s'incrustent parfaitement, qui se mélangent bien. Et puis aussi la lumière du désert qui cogne sur le granit jaunâtre, blanchâtre des bâtiments avec le bon aplat des ombres. Personnellement, moi, ça m'a convaincu qu'il avait construite pour de vrai cette ville. On peut même dire que c'est comme du bon lait de camembert. Donc en fait, Arrakis, c'est au bon lait de brebis. Oui, je sais, elle est naze. Mais bref, d'autres personnes plus qualifiées que moi pourraient vous parler plus en détail du travail sur les effets spéciaux et du visuel. Mais quoi qu'il en soit, il y a un travail très intéressant sur le montage et la réalisation. Comme lorsque Paul touche le sable et que l'épice lui fait avoir une vision, il y a cette sensation d'un seul coup de sable et de chaleur qui se répandent d'un seul coup, c'est comme si on ressentait la même chose que Paul. La vision le vide de toute énergie et un flot de mots incessants lui traverse l'esprit et il regarde ailleurs. C'est étouffant, mais en plus, on revoit cette scène avec exactement les mêmes angles de caméra, mais en montrant ce que Paul a vu. Tout
tout comme la scène où Paul est soumis au Kobjabar et qui ne doit pas retirer la main de la boîte sous peine de mourir. Déjà, c'est dérangeant visuellement quand il se passe quelque chose avec la main en début, et puis surtout, il y a la montée progressive de la douleur, déjà grâce au jeu de Timothée Chalamet, et puis aussi avec cette alternance de plans de plus en plus rapprochés, ce bruit strident et aigu de plus en plus fort et intense, alternant aussi avec les plans avec Dame Jessica qui attend à l'extérieur, qui n'arrête pas de répéter en boucle la citation sur la peur pour pouvoir se rassurer, et aussi le montage montrant des visions du futur alternant avec ces passages-là qui symbolisent la montée en puissance et puis surtout qui est la flamme qui animera Paul et que ça le fait tenir. Et ces visions du futur, basées sur le même principe, comme lorsque Paul prend peur du djihad et de son destin, provoquent l'émotion nécessaire qui devient limite suffocant, limite comme un appel à l'aide et que ça procure des putains de frissons. C'est une pivot dans le livre pour son évolution. Et pareil avec ces visions du futur, avec Chani au centre du récit, placées habilement de temps à autre sous différentes manières pour insister sur la capacité de Paul, sur sa particularité, et puis surtout ce sont des visions volontairement floues dans la continuité, et puis surtout que ça permette aussi de faire en sorte que l'intrigue soit compréhensible pour le public. Il y a un vrai travail de montage très intéressant pour fluidifier le récit et les informations, et qui est aussi du montage sensoriel. Et ça, c'est aussi grâce à la réalisation de Denis Villeneuve, qui t'immerge, comme lorsque l'ornithoptère descend en piqué, et ben on ressent cette chute avec les personnages. Et ça, c'est aussi grâce au mélange des effets spéciaux, des acteurs et des actrices qui correspondent parfaitement au personnage jusqu'alors dans l'émotion. Et ça, c'est aussi grâce au travail de cette putain de BO de Hans Zimmer, rempli de sons naturels, d'instruments orientaux et de sonorités explosives. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse le stade de l'imagination lors de la lecture, et qui remplit la fonction du 7e art. L'art qui réunit tous les autres. Pardon, pourrais-je avoir du ketchup? S'il vous plaît. Pardon? Non, rien, j'ai rien dit, je reviens. Mais bon, le côté technique... Ah merde. Mais bon, le visuel et la technique, ça c'est une chose, mais à quoi bon si l'histoire et l'intrigue sont pas bien exploitées et que ça exporte pas en profondeur la richesse du livre? Et ben en vrai, à part 2-3 petites choses, le scénario est plutôt bon. Ça réussit même à glisser des subtilités des romans. Comme la progression de Paul et son détachement progressif des émotions, où il était au début un peu tête brûlée inconscient, et puis là où il devient de plus en plus effrayé à cause de son destin, mais il devient aussi de plus en plus assuré pour devenir un chef stratégique. La préparation des Bene Gesserit de l'élu dans les légendes du peuple d'Arrakis, avec ses citations, etc. Le poids des responsabilités du duc Leto, la peur de Dame Jessica, etc. Mais finalement, même si le docteur Lienkans est un homme dans le livre, et dont un de ses derniers passages est plus dramatique et plus contemplatif, et aussi dégage plus de profondeur grâce à son histoire familiale, bah finalement le changement de sexe, ça pose pas plus de problèmes que ça, puisque finalement le personnage, même sans le connaître de base, bah il reste le même. Et même si la famille Harkonnen dans le livre est beaucoup plus excentrique, surtout le baron qui est très expressif, bah là le fait est qu'il soit très sérieux, ça colle avec l'univers et le ton froid de Denis Villeneuve. Donc ça passe sans problème, mais surtout je pense qu'ils ont voulu éviter ça pour faire des gros problèmes, surtout au niveau du ton et pour éviter que ça fasse un trop grand décalage, et aussi pour éviter une polémique sur ce personnage, parce que bah faut pas oublier que dans le livre à la base, bah le baron Harkonnen il est un peu... qui couche avec des jeunes garçons. Bah, même s'ils ont inventé des scènes, comme celle au début entre Paul et le duc Leto dans le cimetière des Atreides sur Caladan, qui parlent d'un moment très touchant entre un père et son fils sur l'héritage familial entre le passé et le futur, on se retrouve avec un film à la fois très fidèle et qui explore en profondeur les thématiques du livre, et en plus qui exploite parfaitement des détails, comme la tête de taureau, qui est un signe annonçateur pour le futur, et aussi qui rappelle le destin d'un des membres de la famille Atreides. Donc en fait, les qualités du bouquin ont été retransmises dans ce premier film, surtout grâce à une grande rigueur narrative et aussi une meilleure durée, qui permet de mieux exploiter l'univers, la personnalité de certains personnages et leur enjeu. Enfin, même si je trouve que le film réserve des moments d'émotion bien distillés et bienvenus, et que la plupart des éléments narratifs trouveront une réponse, trouveront une place dans la suite, mon petit cœur de fan a quand même quelques réserves concernant l'adaptation. Ouh là là, attention, ça c'est rien de grave, hein, parce que en l'état actuel des choses, ça reste compliqué d'adapter Dune, même avec une très bonne durée, parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément d'enjeux de détails
politique, économique et même environnementale. Donc c'est difficile de contenter tout le monde. Et ça permet de mieux préserver le rythme, comme lorsque les personnages retrouvent les Fremen dans le désert, et que là, à un moment donné, ils ont réuni deux événements en un. Ce qui là, pour le coup, est vraiment intelligent pour pas casser le rythme et pour avoir directement les enjeux dès le départ. Mais à un moment donné, t'as carrément un passage, t'as carrément un saut dans le livre. Parce que dans le film, après la scène du désert, il passe directement à la scène la plus importante. Sans spoiler, mais bon, c'est la scène qui retourne complètement la situation. Après la scène dans le désert, dans le livre, t'as plein de passages sur la géopolitique d'Arrakis, sur l'environnement, sur même la paranoïa des Atreides, qui se demandent qui peut bien être le traître. Parce que oui, dans le bouquin, ils se demandent, ils savent qu'ils sont dans la merde et qu'il y a un traître, mais ils savent pas qui c'est. Tout le monde suspecte tout le monde. Mais donc voilà, dans le film, ça n'effleure pas du tout cette piste. Et donc, c'est un peu dommage. D'autant que Frank Herbert jouait sur cette ironie dramatique parce qu'il dit direct qui est le traître et quelles sont ses motivations. Et ce genre de scène de paranoïa, ça apporte beaucoup dans les rapports entre les personnages, comme celle entre Thufir Hawat, le maître assassin des Atreides, et de Dame Jessica, qui impose plus sa domination et ses pouvoirs de Bene Gesserit. Et surtout que ça impacte beaucoup la décision de certains personnages, comme Thufir Hawat, dans le deuxième livre. Mais comme le film saute ces passages, bah du coup ça met moins d'émotion lors de certaines scènes clés, et ça met moins en valeur certains personnages, comme le personnage du traître, où justement quand tu vois le truc arriver, si tu connais pas le bouquin, tu fais « Ah, donc lui c'est un traître, ok ». Ou soit comme pour Thufir Hawat, qui fait plus office de personnage fonction, et qui disparaît même du récit sans prévenir. Tout comme Gurney Halleck, lieutenant des Atreides, qui joue des mélodies mélancoliques avec sa superbe balise. Et bah non, il y en a pas dans le film. Par contre, Duncan Idaho, le maître d'armes, a suffisamment de temps de présence, comme dans le livre, pour qu'on s'intéresse à lui et qu'on s'attache à son destin. Et les Fremen, même s'ils ont peu de temps de présence finalement, bah, on a suffisamment de temps pour qu'ils soient mis en valeur. On comprend l'importance de leur tradition, de leur culture, et il y a même ce moment assez drôle avec Stilgar dans sa première scène, où on comprend leur rapport sacré avec Clos. Pourrais-je avoir de l'eau? Non mais c'est bon quoi, je veux dire, à un moment donné, je veux bien être gentil, je veux bien prendre sur moi, ça y a pas de problème monsieur, mais... À un moment donné, s'il vous plaît, c'est pas que pour les chiens quoi, à un moment donné, il y a un minimum de politesse. Culé. Mais en voyant le film une deuxième fois, je me suis demandé si ce reproche avait une réelle pertinence, parce que il est vrai que ce côté froid peut rebuter certaines personnes et que ça ne crée pas ce sentiment d'attachement nécessaire, et d'autant plus que certains personnages passent un peu à la trappe. Sauf que dire que ouais mais c'est comme dans le livre, le ton c'est comme ça, il est tout aussi froid et tout, c'est un peu une bonne mauvaise réponse. Parce que effectivement le bouquin de base est ultra précis, c'est ce qui en fait sa grandeur, c'est ce qui en fait que c'est une réussite totale. Mais après, bah, dans le principe d'une adaptation, c'est que tu puisses modifier l'approche, c'est que tu puisses reprendre une œuvre pour te l'approprier, et puis surtout... bah, pour en effacer les défauts. Donc c'est pas vraiment une excuse. Mais un manque d'émotion? Sérieux? Genre, la scène au début entre Paul et le duc Leto dans le cimetière, l'attachement qu'on a avec le duc, sa dernière scène, l'attachement qu'on a avec Duncan Idaho, les moments d'humour qui sont certes peu nombreux mais qui fonctionnent grâce à leur décalage, la scène où Paul prend peur du djihad. Et ce côté best-of, à part pour certains personnages, et l'ironie dramatique, et le fait est que le bouquin sera de toute façon toujours supérieur à n'importe quelle adaptation qui soit dans le fond, bah ce qui compte, c'est que l'univers si particulier de Frank Herbert soit plus accessible et moins opaque pour le grand public. Et finalement, on assiste plus à une grande fresque épique qu'à une réflexion poussée sur la géopolitique. De ce fait, on voit plus un grand film avec un rythme qui est bien géré, où les 2h36 passent sans problème, qui a su conserver les plus grands thèmes et qui a su préserver les subtilités du roman. Et que cela démontre aussi que du cinéma blockbuster d'auteur et de qualité avec une grande maîtrise existe encore. Le défi n'était pas que narratif, il était aussi cinématographique, pour les décennies à venir et pour la nouvelle génération qui pourra grandir avec. Et ça... peu de films peuvent s'en vanter. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié votre menu critique express, monsieur. Surtout, n'hésitez pas à dire à vos proches d'aller voir le film, pour que la suite voit le jour. Franchement, monsieur, votre critique était déplorable. Faut vraiment que vous arrêtiez les blagues. Oh. Je vois.
Vous voulez dire que... je ferais même mieux de me taire? Oh. Aussi agréable qu'un Harkonnen, ce client. Peut-être que j'aurais dû le cracher dessus plus fort. Peut-être. Non, enfin bref. Moi, quoi qu'il en soit maintenant, je vais me culturer un peu. Y a rien de mieux. Allez, à plus, à demain les gars, hein, pour la même soupe. Ah, fais gaffe Nico, il y a encore mon bouquin par terre. Putain! C'est fou comment le sol est glissant ici.